Bonjour à tous. Et effectivement, deux précautions valent mieux qu'une. Moi, je fais partie de la bande des gars et des filles également qui viennent de Paris. J'ai rien contre les goudrons et les plumes, mais l'association des deux me rappelle quand même des souvenirs absolument terrifiants. De Luc et Luc. Alors justement, je vais commencer par vous décevoir profondément, terriblement, parce que vous savez, le monde est injuste, le monde est difficile, et le sens moteur de la performance des entreprises, eh bien malheureusement non, ça ne va pas de soi. Le sens n'est pas forcément et irrémédiablement un moteur de performance. Donc justement, ce dont je voudrais essayer de parler, c'est des vecteurs que l'on peut mettre en place dans une organisation, une entreprise par exemple, mais ça peut s'appliquer au-delà de ce qu'on entend en général par entreprise, pour embrayer et faire en sorte que ce sens génère de la performance. Alors d'abord, deuxième mauvaise nouvelle, le sens ne se donne pas. Parce que j'entends partout, moi je suis consultant, je passe ma vie dans les entreprises à essayer d'aider les directions à mettre en place un certain nombre de mesures et de processus qui permettent justement de transformer le sens en performance. Et j'entends toujours, on va donner du sens. Ben, malheureusement, le sens ne se donne pas. Le sens, il se façonne dans l'acte de travail. Il se modèle au travers de la culture managériale. Il est cohérent avec les processus de l'entreprise. Et donc, malheureusement, ça n'est pas quelque chose qui va descendre d'en haut. Ça n'est pas simplement une décision d'un conseil d'administration, d'un CODIR ou d'un COMEX. Il va falloir travailler le sens au plus proche des interactions avec les parties prenantes, notamment avec les clients, et bien sûr au plus proche des processus de travail. Alors justement, c'était un peu la raison pour laquelle je fais le lien avec ce qu'a dit Alain Rousset. Je pense qu'il y a une opportunité absolument fantastique qui est donnée aux entreprises avec la fameuse loi Pacte dont on a beaucoup parlé, qui a eu une gestation longue et difficile. On a commencé en octobre 2017 avec les premières concertations avec les acteurs du monde économique et finalement la loi a été votée en avril et promulguée en mai, donc elle est encore toute récente. Dans cette loi Pacte, il y a deux notions qui sont extrêmement novatrices, qui en tout cas dans le contexte français apportent des outils très concrets, qui sont la raison d'être et ce qu'on a appelé la société à mission. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, ces deux animaux. Donc, quelques mots sur ce dont il s'agit. J'ai 2 minutes? Oui, on va faire intervenir Jean-Pierre Nuy aussitôt, après vous reprendrez le micro. Mais on attend votre définition de distinction entre les deux termes. D'accord. Donc, dans la loi Pacte, vous avez en fait, et ça s'est construit tout au long du débat parlementaire, c'était assez intéressant à observer, vous avez une fusée à 3 étages qui s'est mise, qui a pris naissance progressivement. Alors, premier étage, c'est, vous en avez sans doute entendu parler, d'essayer de reconcevoir la conception qu'on a en France de l'entreprise, qui date du Code Napoléon, le Code civil, 1804, c'est-à-dire à une période où n'existait ni la globalisation, ni les syndicats. À l'époque, les seules entreprises qui existaient, en dehors des grands arsenaux, c'était quelques manufactures de taille très modeste et surtout les échoppes des artisans et les boutiques des commerçants. À cette époque-là, on a défini la notion de société comme étant un rassemblement d'actionnaires. Et l'objectif d'une société, c'est de permettre aux actionnaires de se partager les bénéfices, les pertes aussi quand il y en a. Bon, dans la loi Pacte, et c'est le premier étage de la fusée, on reconçoit cette conception de l'entreprise pour reconnaître qu'une société et une entreprise, c'est pas la même chose. L'entreprise est beaucoup plus large, elle inclut d'autres parties prenantes que les seuls actionnaires, et pour indiquer qu'une entreprise est enchâssée dans la société. Elle a besoin de routes pour pouvoir apporter ses marchandises, exporter ses productions, elle a besoin d'un système éducatif pour former ses futurs salariés, etc. Donc, il y a un jeu de droits et de devoirs entre l'entreprise et la société qui l'entoure. Et donc, la loi Pacte porte la réécriture du fameux article 1833 du Code civil qui dit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc on élargit la focale de l'entreprise dont le but on ne peut plus dire aujourd'hui, comme l'on dit des armées d'économistes, au premier rang desquels le fameux
les économistes dits de l'école de Chicago, que l'entreprise a pour objectif, et objectif principal, voire unique, de maximiser la valeur actionnariale. Donc, prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. C'est le premier étage de la fusée, ça s'applique à tout le monde, mais on peut dire que ça a une portée relativement faible parce que prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, ça n'engage pas à grand-chose. Deuxième étage de la fusée qui vient se greffer dessus, c'est la raison d'être. À partir du moment où la raison d'être d'une entreprise, c'est pas juste de maximiser la valeur pour les actionnaires, alors qu'est-ce que c'est? Donc chaque entreprise est invitée, au travers de son conseil d'administration, à poser la question de l'empreinte que la société veut avoir sur son environnement, des objectifs de long terme qu'elle se donne, de la façon dont elle veut façonner le monde dans lequel elle se trouve, la contribution qu'elle veut avoir. C'est ce qu'on appelle la raison d'être. Et donc, complément d'un autre article du Code civil, l'article 1835, qui dit désormais, avec la loi Pacte, les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens à la réalisation de son activité. Donc on accole à cette notion de raison d'être la notion de moyens pour la faire vivre. C'est le deuxième étage de la fusée. Lui est beaucoup plus impliquant parce qu'il nécessite de s'engager véritablement et de s'engager publiquement, voire même d'aller jusqu'à l'écrire dans les statuts. Mais en revanche, il ne s'applique pas à toutes les sociétés, contrairement au premier étage, puisque c'est un engagement volontaire. Donc seules les entreprises qui le souhaitent se doteront d'une raison d'être. Merci Martin Richaud. On vous retrouve tout de suite. Ça tombe juste bien. en un mot, Alors, le troisième moteur, je vais très vite. Votre voisin va témoigner sur parce qu'il y a une logique, je suis désolé. Le troisième moteur, c'est ce qu'on appelle la société à mission, qui là est encore plus impliquante, mais là aussi est réservée aux volontaires, qui permettra aux entreprises qui le souhaitent, non seulement d'avoir une raison d'être, non seulement de l'écrire dans leur statut, mais de la décliner en objectifs très concrets, de se doter d'un comité qui vérifiera son application. Et à partir de là, donc, ce sont les entreprises les plus engagées, celles qui sont prêtes à aller très loin, beaucoup plus loin, pour montrer qu'elles ont une contribution sociétale et environnementale. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la société à mission, qui n'est pas un statut à part, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais qui est une qualité dont certaines sociétés pourront se prévaloir. Merci.